Bien, bonjour à tous. Nous allons débuter cette synthèse sur la reproduction humaine. Alors, je vous propose de procéder en plusieurs petites parties. Donc, j'ai, si vous voulez, tronçonné l'ensemble en plusieurs petites parties. L'idée, c'est de vous donner les bases et l'essentiel de façon très synthétique et le plus efficace possible sur ces questions. Donc en se basant à la fois sur les référentiels du CAPES, le programme de l'agrégation, et aussi sur ce que je peux voir lors des interrogations complémentaires, donc que vous ayez les éléments. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'être très efficace et que vous ayez les idées très claires sur ce sujet qui est extrêmement important pour tous les concours. Donc pour commencer, je vous présente une rapide bibliographie. Donc rapide parce que les bibliothèques regorgent d'ouvrages, les bibliothèques des différents concours regorgent d'ouvrages sur la question, mais je ne vais pas tous les citer. Je vais vous citer ceux qui me paraissent le plus efficaces et ceux qui me paraissent le plus important. Par ordre d'importance, je dirais le premier, c'est le Vander, donc la physiologie humaine de Vander, qui est très bien fait, synthétique, il donne une bonne vision intégrée des choses. Il va pas toujours très très loin, mais disons que c'est une très bonne référence. En complément, vous avez le Ganong, donc la physiologie médicale de Ganong, qui est très bien aussi, très efficace. C'est une vision complémentaire parce qu'elle aborde plus des sujets par l'angle médical. Donc très intéressant aussi. Alors je crois qu'il apparaît que dans la liste des ouvrages du CAPES, mais il est aussi disponible à l'agrégation, au moins à certaines sessions. Donc vous pouvez le demander, ça coûte rien. Parfois ils l'ont même s'il n'apparaît pas à la liste. Autre ouvrage, un petit livret très très intéressant et d'une efficacité redoutable, c'est l'ouvrage de la collection 128, la reproduction humaine. Donc c'est une mine d'informations et il a l'avantage d'être très condensé et donc très, très efficace. Alors, à part ces ouvrages, vous avez des ouvrages beaucoup plus pointus. Donc, la reproduction chez les mammifères de chez Ellipse, par exemple, qui est très bien. Il y a beaucoup de données expérimentales, mais il est très touffu et très pointu. Et puis, pour tous les aspects moléculaires et cellulaires liés à la fécondation, liés aux gamètes, à la gamétogenèse, tous les ouvrages de biologie cellulaire et moléculaire sont intéressants. Je pense aux ouvrages de type Lodiche ou Alberts ou ce genre d'ouvrages. Donc ce sont des ouvrages aussi à ne pas négliger sur le sujet. Voilà, donc on pourra la commenter cette bibliographie où je peux répondre à vos questions pendant la classe virtuelle de lundi si vous souhaitez. Voilà, s'il y a des choses que vous souhaiteriez en information complémentaire. Alors, je vous propose de commencer par le fonctionnement de l'appareil génital masculin. Alors, pourquoi masculin? Parce qu'en fait, c'est peut-être le moins compliqué dans le fonctionnement. Donc, pour commencer, on va reprendre le testicule. Et quand je dis le testicule, en particulier les tubes séminifères, hein, et les cellules qui vont avec. Donc, le testicule a deux fonctions majeures. Donc, c'est un organe producteur de gamètes, mâle, hein, et puis c'est aussi un organe endocrine, c'est aussi une glande endocrine. Donc on va commencer par la fonction productrice, la fonction production de gamètes. Donc les gamètes se forment dans le tube séminifère, donc que vous avez représenté ici. Donc vous avez la paroi du tube séminifère et au centre la lumière, et la différenciation des spermatozoïdes se fait de la périphérie vers le centre. Alors oui, là j'ai mis comme référence le 8 heures. Donc le 8 heures, on l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, notamment sur le TP d'histologie. Et donc lui, il est intéressant pour tous les aspects histologiques. Si vous voulez trouver des informations sur
les structures, l'histologie, voilà, vous pouvez sortir le 8 heures. En leçon, il est évidemment il n'est pas question d'utiliser le 8 heures en substitution d'une préparation microscopique. Hein. Rien ne vaut une préparation microscopique. Mais bon, le 8 heures peut vous aider à interpréter cette préparation. Je ferme la parenthèse sur cette référence bibliographique. Voyons maintenant en détail les étapes de la spermatogenèse. Donc au départ, donc, les cellules souches sont les spermatogonies qui sont diploïdes, qui se divisent par mitose. Et parmi ces spermatogonies, eh ben, certaines vont évoluer en spermatocytes 1, ou ici affichés spermatocytes primaires, qui sont toujours diploïdes, et les spermatocytes 1 vont subir la première division de méiose hein, et vont donner naissance ainsi aux spermatocytes secondaires, qui eux sont haploïdes, hein, puisque la séparation des chromosomes de la paire a eu lieu. Donc, le spermatocyte primaire est diploïde et le spermatocyte secondaire est haploïde. Ensuite, le spermatocyte secondaire subit la deuxième division de méiose, donc séparation des chromatides de chaque chromosome, et donc on obtient après une spermatide qui est haploïde. Et enfin, la spermatide haploïde se différencie en un spermatozoïde hein, à proximité de la lumière du tube séminifère. Alors le tout se déroule à l'interface avec une cellule nourricière qui est la cellule de Sertoli. La cellule de Sertoli correspond à une cellule nourricière qui va apporter les nutriments aux spermatogonies, aux spermatocytes 1 et 2 et aux spermatozoïdes en cours de différenciation. Donc voilà pour la partie production de gamètes par les testicules. Alors le testicule est également une glande endocrine. Donc le testicule produit des hormones, et la testostérone hein, en particulier. Et la testostérone est produite par des cellules spécialisées, des cellules endocrines, qui se trouvent entre les tubes séminifères et qu'on appelle les cellules de Leydig ou cellules interstitielles. Alors, ici, la figure est centrée sur ces cellules interstitielles et vous avez également des vaisseaux sanguins dans cette zone, donc qui à la fois apportent les nutriments aux tubes séminifères et qui en même temps vont prendre en charge les déchets des tubes séminifères et les hormones sécrétées par les cellules endocrines de Leydig. Alors le testicule est bien sûr, quand il arrive à maturité, le testicule est aussi à l'origine, et la testostérone en particulier, est aussi à l'origine des caractères sexuels secondaires, puisque la testostérone est responsable de la mise en place des caractères sexuels secondaires au moment de la puberté. Donc j'ai fait le choix volontairement de ne pas revenir sur la formation et la différenciation de l'appareil reproducteur, donc des caractères sexuels primaires, ni des caractères sexuels secondaires. On peut toujours voir ça et discuter de ça si vous en avez besoin. Je ne sais pas trop où vous en êtes là-dessus, donc je répondrai à la demande au fur et à mesure. Hein. On peut compléter si nécessaire. Donc voilà pour les deux fonctions du testicule. Donc je rappelle, ce qui est important, le testicule c'est une gonade, donc c'est-à-dire un organe spécialisé dans la production de gamètes, ici de gamètes mâles, et en même temps c'est une glande endocrine qui sécrète de la testostérone, qui est responsable donc du maintien et de la mise en place au moment de la puberté des caractères sexuels secondaires. Caractères sexuels primaires, je rappelle, ce sont les gonades et les voies génitales. Alors maintenant, comment est contrôlé le fonctionnement de l'appareil génital masculin? Alors, si on regarde le système, donc on va partir de l'axe hypothalamo-hypophysaire.
Donc dans l'hypothalamus se situent des cellules neurosécrétrices qui sécrètent donc GnRH. Donc GnRH, c'est pour gonado-releasing hormone. Donc elle est sécrétée dans les vaisseaux, porte du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ces neurohormones sont sécrétées de manière pulsatile, c'est pas continu. Et ensuite, donc la GnRH va stimuler les cellules à FSH et à LH de l'anté-hypophyse. GnRH, c'est de nature peptidique, tout comme FSH et LH. Donc, les cellules de l'anté-hypophyse à FSH sécrètent FSH, les cellules à LH sécrètent LH. Et donc, ensuite, FSH et LH vont se retrouver dans la circulation générale, et FSH va stimuler les cellules de Sertoli, et LH va stimuler les cellules de Leydig dans les testicules. Donc, les cellules de Sertoli qui sont stimulées vont stimuler à leur tour la spermatogenèse. Les cellules de Leydig vont sécréter la testostérone, qui exerce une action en local sur le testicule en stimulant les cellules de Sertoli, qui stimulent alors la spermatogenèse. Et la testostérone va aussi avoir une action plus générale en exerçant un rétrocontrôle sur l'antéhypophyse et sur l'hypothalamus. Donc, sur l'antéhypophyse, la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur les cellules ALH uniquement, et elle exerce un rétrocontrôle négatif sur les cellules neurosécrétrices à GnRH. De son côté, les cellules de Sertoli ont également une fonction endocrine en sécrétant l'inhibine, et l'inhibine va inhiber les cellules sécrétrices à FSH situées dans l'antéhypophyse. Voilà, donc là on a la boucle de régulation, et on peut dire que la testostéronémie est régulée, puisque le taux de testostérone dans le sang est maintenu à une valeur à peu près constante tout le temps. Donc il s'agit bien d'une régulation. Dans ce cas-là, on peut parler de régulation, d'une boucle de régulation. On peut aller plus loin qu'un contrôle. Alors la testostérone, elle va contrôler le tractus reproducteur, les autres organes. Donc je vous ai dit, quand on dit autres organes, c'est-à-dire les organes qui sont responsables des caractères sexuels secondaires. La testostérone entretient les caractères sexuels secondaires masculins. Donc voilà pour le système de contrôle. Donc là voilà le contrôle de l'appareil génital masculin. Et donc ce système de contrôle contrôle bien sûr la fonction de reproduction. Alors ensuite, un mot sur les mammifères de manière plus générale, sur le système de contrôle chez les mammifères de manière plus générale. Donc si on observe ici la période de naissance chez les mammifères, on voit que la période privilégiée de naissance, c'est soit la fin de l'hiver, soit le printemps, éventuellement le début de l'été. Et donc au moment où les ressources dans le milieu sont abondantes et où les températures commencent à remonter, où les conditions sont plus favorables pour les petits et pour les jeunes. Les périodes d'accouplement, elles, sont assez variables. Donc si le temps de gestation est court, la période d'accouplement a lieu peu de temps avant les périodes de naissance. Par contre, si le temps de gestation est long, vous avez ici le cas du cerf à l'avant-dernière ligne, et bien chez le cerf, vous avez un accouplement à l'automne, dans la période du brame du cerf, et des naissances seulement au printemps. Contrairement si on prend le renard roux ou le vison, dont on entend bien parler en ce moment, sale bestiole, voilà. Le vison, où vous avez une période d'accouplement fin de l'hiver et la naissance tout de suite au printemps. Mouflon, c'est gestation longue aussi,
Voilà. Donc en fait, les naissances sont calées sur le retour de la belle saison et la période d'accouplement paraît être fonction du temps de gestation. Donc ce qui veut dire que pour la période d'accouplement donc chez les mammifères, et en particulier le comportement de rut chez les mâles, va être contrôlé donc par l'environnement. Et donc on va distinguer deux types de situations. Ces deux types de situations, on peut les voir ici, sur ce document, où on a mesuré la taille des testicules en fonction des périodes de l'année. Donc si on prend le renard bleu, donc la taille des testicules augmente quand les jours rallongent. Hein, donc on dit que le renard bleu, c'est un animal de jour court, alors que chez le bélier, donc Soès c'est pour la variété de bélier, hein, donc chez le bélier, hein, l'augmentation de la taille des testicules se fait quand la durée du jour raccourcit. Donc le bélier est un animal de jour court. Et si on regarde en bas, eh bien, la testostéronémie est corrélée au volume des testicules, hein, ou à la masse des testicules. On peut mesurer ça en volume ou en masse, comme vous voulez. Alors des expériences ont été réalisées en contrôle de la durée d'éclairement, hein, ici, et on fait ça chez les béliers, et vous voyez que systématiquement, donc sur le graphique du haut, quand la durée de l'éclairement diminue, eh bien, vous avez une augmentation du volume du testicule. Et inversement, quand la longueur des jours, augmente. Hein, donc diminution du volume des testicules quand la durée du jour augmente. Donc vous avez bien ici la preuve que le bélier est un animal de jour court. Alors si on réduit la période hein, artificiellement, qu'on fait ça cette fois-ci sur une durée de 4 mois, eh bien vous voyez qu'on retrouve à peu près la même chose. Donc ici, donc vous avez le même système, donc chez les animaux de jour long, chez les animaux de jour court. Donc vous voyez que chez les animaux de jour long, ben, le taux de testostérone augmente et est élevé quand les jours s'allongent. Hein, et donc on a une période de gestation qui est courte avec les jeunes qui naissent à la belle saison. Et chez les animaux de jour court, eh bien, vous avez un taux de testostérone qui augmente quand la durée du jour diminue, avec un temps de gestation long, et les jeunes qui naissent bien au printemps. Donc on retrouve ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que la période de naissance est grosso modo la même chez les deux espèces. Hein, si vous regardez, ici j'ai un animal de jour long ou de jour court. Hein, donc on a la naissance qui correspond au carré orange qui est superposable. Par contre, l'accouplement non. Hein, donc l'accouplement arrive peu de temps avant la naissance chez des animaux de jour long et l'accouplement se produit longtemps avant la naissance chez des animaux à gestation longue et donc qui sont de jour court. Voilà. Alors maintenant, comment tout ça est relayé? Donc je ne veux pas revenir trop longtemps sur les aspects physiologiques. C'est la mélatonine qui donne la durée de la nuit en fait, hein, donc, puisque c'est l'hormone de la nuit. Et donc cette mélatonine va exercer son action sur l'hypothalamus et il y aura des relais qui se feront sur les neurones à GNRH qui seront actifs soit en jour, quand les jours vont augmenter chez les animaux de jour long, soit ils seront actifs quand les jours vont diminuer chez les animaux de jour court. Voilà, donc pour faire simple, hein, donc les cellules neurosécrétrices situées dans l'hypothalamus reçoivent des influx nerveux de différentes régions du cerveau, hein, et notamment des neurones sensibles à la mélatonine, et donc à ce moment-là, vous avez ce contrôle. Hein. Donc ça passe par les cellules neurosécrétrices à GNRH. Voilà, donc j'en dirai pas plus, je pense que c'est bon, vous avez eu des cours là-dessus, c'est juste pour vous recadrer la chose. Donc voilà pour
le contrôle du fonctionnement de l'appareil génital masculin.